En anthropologie, on parle de chasseurs de têtes lorsqu'on parle d'un groupe d'humains qui conservaient les têtes des personnes qu'elles tuaient. C'est une pratique qu'on a rencontrée en Océanie, en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale, en Europe antique, chez certaines tribus celtes, en Eurasie, notamment chez les Scythes, dans certains peuples germaniques, en Irlande, au Monténégro, en Croatie, mais surtout en Amérique, et particulièrement dans la forêt d'Amazonie, chez les Jivaros, aussi appelés les Shuars, dont on connaît tous les très célèbres et pourtant bien mystérieuses têtes réduites que vous avez déjà tous vues dans des tas de films, de bandes dessinées, de bouquins, et dont on va parler tout de suite dans cette vidéo, alors restez là. Les Shuars sont un peuple amérindien de la forêt d'Amazonie, vivant principalement autour de l'équateur, et ils font partie d'un des plus grands groupes ethno-linguistiques d'Amazonie, que les colons ont appelés les Ribaros, vous allez voir pourquoi par la suite. Les Shuars ont la réputation d'être de très grands guerriers, très redoutés. En Amérique du Sud, on retrouve principalement des cultures orales, mais on retrouve quand même des annales de l'Empire Inca avec des bribes d'histoire qui montrent que les petites tribus des Shuars auraient fait subir une grande défaite à l'immense armée Inca, et d'ailleurs c'est les Shuars qui auraient stoppé l'expansion du royaume Inca à l'époque. Dans notre mode de pensée, moderne et occidental, il est admis que la guerre c'est quelque chose de négatif. La guerre c'est un échec social, c'est considéré comme un problème, et l'état normal d'une société, ça devrait être soit la fraternité entre les gens, soit au pire la non-relation, l'indifférence. Donc dans notre univers, l'ennemi et les rapports d'hostilité intentionnelle, ce ne sont pas des trucs qui sont inscrits ou normalisés dans notre conception du monde. Et pourtant, il faut savoir que ça existe dans beaucoup de cultures d'Amérique du Sud. Pour eux, il y a dans l'univers des agents intentionnellement hostiles, c'est un fait de nature. Dans les croyances traditionnelles d'Amérique du Sud, la plupart du temps, la mort et la maladie comme fatalité n'existent pas. La mort, elle est plutôt considérée comme un accident inévitable, mais qui est lié à la vie relationnelle. C'est-à-dire que pour les Indiens d'Amazonie, on meurt toujours à cause de quelqu'un d'autre. Majoritairement, les sociétés d'Amazonie favorisent fortement les relations pacifiques entre les membres d'un clan. En revanche, l'hostilité peut démarrer aux portes de ce clan, aux portes de la famille. Et pour les Shuars, tout être avec qui on n'habite pas ou qui n'est pas un parent proche est a priori un ennemi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer les relations des Shuars d'une manière concentrique. D'abord, on a les parents. Puis les affins, avec qui on a des relations d'échange, de mariage, etc. Et puis, au-delà de ça, le reste du monde est ennemi. Cette pensée fondamentale de l'esprit des Indiens d'Amazonie s'appelle le schème de prédation. Concrètement, le schème de prédation se fonde sur un constat qui est hyper rationnel. Chaque être vivant doit se nourrir d'autre chose que de lui-même pour survivre et se développer. C'est un petit peu en fait l'idée de la chaîne alimentaire. Et donc, ça veut dire que pour les autres, on est soit une proie, soit un prédateur, soit un congénère. Alors après, la relation proie-prédateur, elle est quand même réversible. C'est-à-dire que le jaguar, qui est un peu le prédateur absolu, pourrait quand même être tué par un guerrier. Et en plus, il faut aussi comprendre que les relations de prédation sont réciproques, dans le sens où les humains chassent, certes, mais les animaux ramènent les maladies qui tuent les humains. Mais ce n'est pas tout. En Amazonie, si on a autant besoin d'un ennemi, ce n'est pas uniquement pour rentrer dans le schéma de prédation. Parce que, à la limite, dans ce cas, tous les êtres humains pourraient tout simplement être congénères. Si l'ennemi est aussi important dans la pensée des Indiens d'Amazonie, particulièrement des Shuars, c'est parce que pour être pleinement soi, il faut une altérité constituante. C'est-à-dire que pour être quelqu'un à part entière, il faut enlever à l'autre quelque chose de vital. Il faut lui enlever son identité en tant qu'individu, en prélevant sur lui quelque chose d'indispensable comme par exemple sa tête. Et dans les guerres amazoniennes, on gardait souvent les têtes de ses adversaires en trophée. Il s'agit donc des très célèbres têtes réduites qu'on appelle les Tsansa. Mais vouloir détruire l'image d'un ennemi, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Par contre, vouloir la conserver, c'est quand même un peu plus étonnant. Pour faire une tête réduite, il y a quand même certaines conditions à respecter avant d'ôter la tête de l'ennemi. Déjà, on ne doit aucunement être apparenté à lui. Ensuite, il faut aussi qu'il parle un dialecte différent, un autre dialecte ribaro.
Il faut aussi avoir eu le moins possible de contact visuel et il faut l'abattre par derrière et le faire tomber face contre terre. Et en fait, pendant le rituel, le visage que représente la Tsansa, ce n'est pas vraiment celui de la victime, celui de l'ennemi, mais c'est plutôt celui d'un individu imaginaire à qui on va même donner un nom et inventer des relations. Et en fait, on va tenter de lui faire incarner un maximum d'ennemis mal intentionnés potentiels. Les Tsansa, les rituels de réduction de tête, ont terrifié les Occidentaux lorsqu'ils sont arrivés en Amazonie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et d'où le nom que les conquistadors ont donné, Ribaros, qui en fait veut dire barbare. Mais ce qui est fou, c'est qu'on sait exactement comment se passaient les rituels de réduction de tête chez les Shuars, et ce grâce à un document ethnographique ultra rare. Le marquis Robert de Wavrine, un reporter aristocrate belge, est parti dans la forêt d'Amazonie dans les années 1920, un endroit d'où beaucoup d'aventuriers ne revenaient jamais, et il a ramené un film qu'il a mis 4-5 ans à filmer qui s'appelle Au pays du scalp, dans lequel on peut observer dans son intégralité le rituel des Tsansa. Et c'était un rituel particulièrement long. L'idée c'était qu'une fois que l'adversaire était décapité, il fallait lui faire une incision au-dessus de la nuque. Enlever délicatement la peau et jeter les os, les dents et les yeux. Puis, les Shuars faisaient bouillir la peau avec des plantes pour la faire durcir et la remplissaient de galets et de sable brûlant pour commencer à la faire réduire. Ensuite, la tête était suspendue au-dessus d'un âtre où on faisait brûler certaines plantes et la fumée va continuer de faire diminuer progressivement le volume de la tête. Et en fait, on parvient au résultat final au bout de quand même 3 ou 4 mois. Une fois que la tête aura atteint la taille d'une orange, on va la remplir de feuillage et puis on va lui coudre les paupières et les narines et la bouche, et ce pour enfermer l'esprit du mort avant de peindre la tête en noir afin de définitivement plonger le défunt dans l'obscurité. En enfermant l'âme du guerrier ennemi, on évite qu'il ne revienne pour se venger. Parce qu'en effet, dans la pensée Shuar, chaque guerrier possède 2 âmes. L'Aratu Moakani, qui donne le pouvoir de tuer et de vivre, et qu'il faut recharger en fait par différents procédés, comme par exemple en s'accaparant l'âme d'un autre guerrier. Et on a Nekaswakani, qui est l'âme ordinaire, et qui devient un Iwanche lorsque le guerrier meurt. Et Iwanche peut devenir un démon, un mauvais esprit, et donc un ennemi dont il sera impossible de se protéger car il est déjà mort. Alors on enferme dans les têtes réduites cette 2e âme de chaque guerrier. Jusque dans les années 70, on ne savait pas grand-chose sur les Shuars. La majorité des informations que l'on a sur eux se résument à une ethnographie de Michael Horner, parce qu'il y avait très peu de contact direct entre les Shuars et les Blancs, alors que pourtant il y avait un flux très important de marchandises, particulièrement les machettes et les fusils. Mais dans les années 70-80, les missions religieuses ont gagné du terrain sur les peuples d'Amazonie et aussi les collectionneurs d'art traditionnel. C'est la mode du New Age, de l'art tribal et de l'exotisme, et les Shuars, de la même manière que tous les peuples autochtones colonisés, vont se faire piller. Mais les Shuars ont très bien compris que c'était les Tsansa qui attiraient les collectionneurs blancs, qui étaient prêts à dépenser des fortunes pour en avoir. Alors, ils ont commencé à en fabriquer des fausses avec des têtes de singes. Et en fait, il semblerait que le rituel traditionnel des Tsansa n'ait pas été pratiqué depuis au moins 1986. Et pourtant, des centaines de têtes réduites ont été mises sur le marché depuis. D'ailleurs, j'ai fait ma petite recherche et super facilement, on trouve des Tsansa sur des sites de mise aux enchères. Il y en a plein, c'est vraiment super facile à trouver et ça se vend autour de 5000 $, ce qui est quand même que dalle pour des pièces traditionnelles comme ça. Mais du coup, les vrais Tsansa aujourd'hui sont très recherchés parce que finalement, quasi indifférenciables des fausses que les Shuars se sont évertués à fabriquer pendant ces décennies. Le Vatican, qui possède une des plus grandes collections d'art et d'archéologie du monde, étant donné que les missionnaires catholiques ramenaient toujours des objets traditionnels de leur voyage, a rendu en décembre 2017 une vraie tête réduite, une vraie Tsansa, ramenée dans les années 20 par un missionnaire. Après des mois de négociations, le musée ethnologique de Pumapungo, à Cuenca, en Équateur, a pu récupérer la Tsansa. A priori, si un jour vous allez dans ce musée, vous pourrez donc voir une vraie tête réduite Shuar. Et sinon, très difficile à dire.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Moi j'ai vraiment bien aimé travailler ce sujet, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux, d'être aussi de plus en plus nombreux à venir financer ces vidéos sur Tipeee. On se retrouve tout de suite sur Instagram pour pouvoir échanger un peu plus. Je vous laisse tous les liens vers mes réseaux dans la barre d'informations. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle ethnochronique.